Et donc aujourd'hui, on va vous parler du sujet préféré des Français quand il s'agit de débattre de l'énergie, c'est-à-dire du nucléaire. Comme vous le savez, quand on fait avec les atomes, on peut, entre guillemets, obtenir ou faire interagir un atome avec de l'énergie. Il y a deux manières distinctes de... Je ne sais pas comment il faut dire exactement, oui c'est ça, d'avoir de l'énergie impliquée dans quelque chose qui se passe au niveau d'un atome. Vous pouvez soit avoir un réarrangement des couches électroniques, et à ce moment ça s'appelle soit une excitation, soit une réaction chimique, ou vous pouvez avoir un réarrangement des nucléons, et à ce moment ça s'appelle une énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire, c'est l'énergie du réarrangement des nucléons que vous pouvez avoir avec des noyaux atomiques. Il y a deux manières d'obtenir, ou plus exactement d'avoir de l'énergie nucléaire. La première, c'est l'énergie qui est associée à la fission. La fission, c'est on prend un gros noyau, on le casse en deux, enfin ou plus exactement en deux gros morceaux et en plein d'autres petits. Et ça, c'est une réaction qui libère de l'énergie. Et la deuxième manière, et vous allez voir pourquoi, c'est au contraire de prendre des noyaux très légers et de les fusionner. Et à ce moment, c'est pareil, vous avez de l'énergie qui est disponible. En gros, dans les deux cas de figure, on profite du fait que l'énergie de liaison dans les noyaux, n'est pas la même, quelle que soit la taille du noyau. Et donc, dans les petits et les très gros noyaux, l'énergie de liaison, elle est un peu plus faible que dans les noyaux intermédiaires. Et donc, en réarrangeant la taille des noyaux, vous pouvez obtenir de l'énergie. Donc, en gros, ou bien vous faites de la fission. La fission, ça consiste à faire cette réaction-là, casser un noyau en deux avec libération d'énergie. Cette énergie, comme on va le voir, elle est essentiellement contenue soit dans du rayonnement électromagnétique, soit dans l'énergie cinétique des bouts de noyaux, donc des petits noyaux après fission. On fait l'exact inverse, c'est-à-dire on fait de la fusion. C'est-à-dire qu'on assemble, on joue au Lego, et à ce moment, le différentiel d'énergie de liaison se retrouve également libéré dans l'environnement sous forme également d'énergie cinétique et de rayonnement électromagnétique. Quelque chose qui est important, c'est de savoir qu'il y a un énorme facteur multiplicateur entre l'énergie chimique, c'est-à-dire l'énergie du réarrangement des électrons que vous pouvez avoir avec un atome, et l'énergie nucléaire, c'est-à-dire l'énergie du réarrangement des nucléons. Et l'ordre de grandeur entre les deux, qu'il faut garder en tête, c'est de l'ordre du million. Donc, dit autrement, vous avez 1 million de fois plus d'énergie dans la fission d'un gramme d'uranium que dans la combustion d'un gramme de pétrole. Donc, je vous le dis encore autrement, fissionner un gramme d'uranium libère la même quantité d'énergie thermique que de brûler une tonne de pétrole. Et la raison à cela, c'est que l'énergie typique de réarrangement d'une couche électronique, c'est quelques électronvolts. L'énergie typique d'une réaction de fission, c'est quelques centaines de millions d'électronvolts. Donc vous perdez une partie au passage, mais peu importe. Donc la raison pour laquelle l'énergie nucléaire est très concentrée, c'est lié à ça, c'est lié au fait que l'énergie de réarrangement des noyaux dans un atome est quelque chose de beaucoup plus intense que l'énergie de réarrangement des électrons. On a, soit dit en passant, une grosse bombe thermonucléaire permanente dans notre environnement qui nous rend bien service et qui s'appelle le Soleil. Donc le Soleil, c'est un endroit où vous avez de la fusion en permanence, c'est assez gros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, toutes les énergies que nous utilisons sur Terre sont des dérivés directs ou indirects de l'énergie nucléaire. Le rayonnement solaire, à l'évidence, dérivé de l'énergie nucléaire. Toutes les énergies fossiles sont des énergies dérivées de la photosynthèse, donc indirectement dérivées du rayonnement solaire, donc de l'énergie nucléaire, etc. Donc en gros, sans énergie nucléaire, nous ne sommes pas sur Terre, et toutes les énergies que nous utilisons sont des dérivés plus ou moins directs de l'énergie nucléaire. Le vent, c'est pareil, etc. Donc un truc qui est intéressant à avoir en tête, c'est que c'est amusant, mais l'énergie nucléaire est à l'origine, encore une fois, d'à peu près toutes les sources d'énergie qu'on utilise sur Terre. Le nucléaire a une particularité qui n'en est pas une,
c'est que, comme vous le savez probablement, il a démarré son existence sur Terre sous forme militaire. Alors en fait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'avant de faire la bombe atomique, il a fallu faire la pile de Fermi, qui, soit dit en passant, dégageait l'énergie, enfin, ou avait la puissance totalement ridicule d'un demi-watt. Pile de Fermi, donc on peut faire des tout petits réacteurs nucléaires, la preuve, c'est que la pile de Fermi faisait un demi-watt de puissance. Mais après, les premières manifestations visibles ont été des manifestations militaires, et du coup, c'est une partie de la mauvaise presse qui est liée au nucléaire. Cela étant, quand vous regardez un peu dans l'histoire des technologies des hommes, enfin, mises au point par les hommes, à peu près tout ce qu'on fait aujourd'hui à titre civil est malheureusement né, je dis pas tout, mais beaucoup de trucs, sont nés à cause de velléités militaires. C'est notamment le cas pour la robotique, par exemple, c'est le cas pour Internet, c'est le cas pour une bonne partie des engins à moteur, etc. On a d'abord cherché à en faire des usages militaires avant d'en faire des usages civils. Donc de ce point de vue, le nucléaire ne fait pas exception. Je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement. Alors quand on s'intéresse à la production électrique, le nucléaire, fondamentalement, c'est une manière de faire bouillir de l'eau. Voilà, c'est fondamentalement ça. Donc une centrale nucléaire, c'est fondamentalement une bouilloire compliquée. Hein, c'est ça que c'est aujourd'hui. C'est quelque chose qui permet de faire bouillir de l'eau en grande quantité, sans utiliser d'oxydation du carbone, c'est-à-dire sans combustion, et on va le voir, nonobstant ce qui peut être dit ici et là, pour pas très cher. On n'aura pas le temps aujourd'hui de disserter de façon approfondie sur tous ces aspects, même si j'avais eu l'horaire normal, malheureusement j'aurais pas eu le temps parce que c'est des débats techniques et compliqués. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est une grande quantité d'énergie, pas de combustion et pas très très cher. La différence entre une centrale nucléaire et une centrale à charbon, ou une autre centrale thermique, elle est donc dans la manière de produire la chaleur. En ce qui concerne une centrale à charbon, vous faites brûler du charbon. En ce qui concerne une centrale nucléaire, vous faites fissionner des atomes. Tout ce qui se passe derrière est identique. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, ça va vous dégager des grandes quantités de chaleur. Avec ces grandes quantités de chaleur, vous allez créer de la vapeur. Et avec cette vapeur, vous allez faire tourner une turbine, donc un truc avec des ailettes. Et il se passe la même chose que dans l'alternateur de votre voiture, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis un rotor en rotation dans un champ magnétique, et bien ça vous sort du courant. Vous pouvez avoir dans les deux cas de figure, ou pas, ce qu'on appelle un aéroréfrigérant, c'est-à-dire cette grande tour que vous voyez, vous savez, c'est l'image d'Épinal de la centrale nucléaire à la télévision, hein, c'est cette grande tour qui fume. Alors en fait, cette grande tour qui fume n'est rien d'autre qu'une tour de refroidissement. C'est donc votre source froide de votre machine de Carnot, et cette tour de refroidissement, vous en avez besoin, que vous ayez du nucléaire ou que vous ayez du charbon, dès lors que vous êtes en bord de rivière, et donc que vous avez besoin de la chaleur latente d'évaporation pour refroidir, parce que le débit de la rivière n'est pas suffisant pour refroidir simplement par conduction thermique. Hein. Quand vous êtes en bord de mer, votre source froide, c'est d'aller prendre les calories ou d'aller perdre des calories plus exactement dans la mer, et vous n'avez pas besoin d'aéroréfrigérant. Donc quand vous regardez une centrale nucléaire française qui est située en bord de mer, Gravelines ou Penly, ou Blayais, eh bien vous n'avez pas d'aéroréfrigérant. Par contre, quand vous avez une centrale à charbon en bord de rivière, vous avez une tour de refroidissement comme celle-là. Hein, donc la tour de refroidissement, c'est pas l'apanage du nucléaire, c'est l'apanage de la centrale thermique en bord de rivière. Le nucléaire est, comme je l'avais, c'est une manière de produire de l'électricité. Donc c'est quelque chose que vous voyez apparaître dans les énergies finales, ici, là, dans l'électricité. C'est aujourd'hui, je l'ai dit la dernière fois, c'est un peu moins de 15% de l'électricité mondiale. C'est une part qui a plutôt tendance à baisser un peu. Parce que le nucléaire, en gros, est plutôt une énergie aujourd'hui qui n'a pas beaucoup la cote par rapport à d'autres. Alors si je regarde combien est-ce qu'on produit d'énergie nucléaire dans le monde, vous voyez ici la production depuis, je ne sais plus quand elle date ce truc-là, 1985, c'est ça. Non, 65, pardon. Dans le monde, c'est une énergie qui est très récente. Encore une fois, la pile de Fermi, c'est 42, hein, donc avant 42, il n'y en avait pas beaucoup. Vous voyez que c'est quelque chose qui s'est fortement accéléré après les chocs pétroliers, qui a fortement ralenti au moment des contre-chocs dans les années 80, qui s'est beaucoup calmé après le début des années 2000, on va dire, à un moment où, soit dit en passant, le pétrole n'était pas très cher,
Ici, vous voyez la conséquence à la fois de la crise de 2009 et de Fukushima. Et puis depuis, ça recommence à monter gentiment. On verra que les Japonais redémarrent des réacteurs les uns derrière les autres. Alors là, vous avez une image un peu globale en ce qui concerne le nucléaire. Après, vous pouvez avoir des images qui sont extrêmement discriminées par pays. Alors ici, vous avez l'exemple de l'Italie. L'Italie, comme vous le voyez, a un réacteur nucléaire en fonctionnement. Alors pardon, la puissance typique d'un réacteur nucléaire, c'est entre un demi-gigawatt et 1 gigawatt. L'EPR, c'est un très gros réacteur qui fait 1,5 gigawatt, mais c'est entre un demi et 1 gigawatt. Est-ce que vous savez combien il dort dans l'année? 8760. Donc si vous prenez 1 gigawatt et que ça fonctionne à puissance maximale toute l'année, à la fin de l'année, vous avez combien, quelle production électrique? 8760 gigawattheures. Et si on traduit ça en terawattheures, ça fait 8,7, enfin 8,8 en gros. Alors comme une centrale nucléaire, ça fonctionne pas tout le temps, parce que de temps en temps, il faut l'arrêter pour recharger, pour etc., pour faire des trucs et des machins. Et puis de temps en temps, ça fonctionne pas à pleine puissance dans certains pays, pas en France, mais dans certains pays. En France, ça fonctionne pas tout le temps à pleine puissance, pardon, dans la quasi-totalité des autres pays ici. En gros, retenez qu'une centrale nucléaire de 1 gigawatt, dans l'année, elle va vous produire de 6 à 8 térawattheures. Donc ça vous donne une règle simple. Une fois que vous voyez sur les graphiques la quantité de térawattheures produits dans l'année, là vous voyez qu'il y en a 4 d'abord et 8 ensuite. Donc ça vous dit, l'Italie avait d'abord un réacteur d'1 gigawatt ou deux d'un demi-gigawatt, je sais pas. Puis ensuite, elle a doublé ça. C'est ça que ça veut dire. Hein. Oui. Est-ce que dans une centrale, c'est un réacteur? Non, une centrale peut avoir plusieurs réacteurs. Et là, en moyenne, c'est... En France, c'est 3-4. La plus grosse, c'est Gravelines, qui doit avoir 5 ou 6, je sais plus. Et vous pouvez, ça peut descendre à 2. Mais voilà. Mais en général, vous en avez plusieurs sur site. Donc là, vous voyez, l'Italie a un réacteur en fonctionnement. Elle en met un deuxième en fonctionnement. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Tchernobyl. Référendum en Italie, décision de sortie du nucléaire, et crac, overnight, il n'y a plus rien. Ici, vous avez un autre pays bien connu, c'est le Japon. Donc vous voyez, le Japon a une production qui augmente, qui est quasi stable, avec de temps en temps, là il y a dû y avoir des fermetures. Là vous avez Fukushima. Et puis, ils ont commencé à en redémarrer. Ils en ont redémarré 8, là, ou 10, je sais plus. Enfin, bon, bref. Ici, vous avez l'Allemagne. Alors, l'Allemagne, j'ai volontairement masqué les abscisses. Vous voyez, il n'y a pas les abscisses, là. Et vous savez que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire. Alors, question. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi correspond cette année-là? Alors, une première suggestion, c'est Tchernobyl. Une deuxième suggestion, c'est Fukushima. Eh bien, la réponse est ni l'un ni l'autre. C'est le début du plan Schroeder. Fukushima, c'est là. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où l'Allemagne accélère, on va dire, sa sortie du nucléaire au moment de Fukushima, en fait, elle ne fait que entériner un truc qui a démarré des années avant, au début des années 2000, et qui est un truc que Merkel avait essayé d'arrêter juste avant Fukushima, puis arrive Fukushima et elle dit bon, c'est bon, on plie. Alors ici, vous avez un pays qui pour le moment n'a pas vraiment décidé d'arrêter, qui est la Chine, qui doit concentrer aujourd'hui de mémoire pas loin de la moitié des réacteurs en construction dans le monde. Et qui, comme vous le savez probablement, a démarré 1 puis 2 EPR, le deuxième venant d'entrer en service il y a quelques semaines. Ici, vous avez la Corée du Sud, qui a, on le verra un peu plus tard, une fraction assez significative de son électricité qui provient du nucléaire, alors qui aussi récemment s'est tâté en disant est-ce que je sors, est-ce que je sors pas. Ici, vous avez le Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni est un exemple intéressant de pays qui a très envie d'avoir du nucléaire, qui en a globalement actuellement plutôt de moins en moins par défaut d'investissement.
vous savez probablement que le Royaume-Uni est un pays dit assez libéral, c'est-à-dire qu'on compte beaucoup sur le privé pour faire des choses. Bon. Et ce qu'on verra un peu plus tard, c'est que le nucléaire, par opposition au charbon ou au gaz, a la particularité d'avoir une structure économique dans laquelle il faut payer à peu près tout avant de démarrer la centrale. Hein, vous avez une énorme part de l'investissement et derrière une part relative des coûts de fonctionnement qui est très faible. Et quand vous êtes dans un contexte dans lequel il faut payer à peu près tout avant de démarrer la centrale, c'est un contexte dans lequel, dans le monde du capital privé, ça a du mal à se faire. Dit autrement, le capital privé, il aime bien pas trop attendre pour voir le rendement de l'argent arriver en retour. Donc quand il faut mettre plein d'argent, construire 8 ans, éventuellement 10, éventuellement 12, avant de commencer à avoir 1 euro de chiffre d'affaires, c'est des trucs que le privé n'aime pas du tout. Et donc le fait, en Grande-Bretagne, d'avoir mis dans le domaine privé, comme dans beaucoup d'autres endroits en Europe, mais eux encore plus tôt que les autres, le système de production électrique a conduit à un défaut d'investissement. Il s'est passé exactement le même processus dans le train en Grande-Bretagne. Donc en ce moment, ils sont en train de faire machine arrière toute, mais il n'empêche qu'on paye ce défaut d'investissement avec le fait que le nucléaire, que les Grands-Bretons aiment bien, a vu sa part baisser. Ici, vous avez un pays qui a également un parc nucléaire significatif. Vous verrez même après qu'il a une singularité, ce pays, c'est la Suède. Donc la Suède a une production nucléaire conséquente. Et alors vous voyez ici, c'est une année où les Suédois ont décidé de sortir du nucléaire. Ils ont fait un référendum et puis ils ont dit, tiens, on décide de sortir du nucléaire. Alors, ça vous fait rire, vous avez raison de rire. En fait, au sens de la contrepartie de ce que j'ai dit sur le fait que le nucléaire était un système qui était très lent à s'installer, c'est que c'est aussi un système qui, une fois qu'il est en place, le nucléaire amorti étant un truc extrêmement peu cher, alors là pour le coup c'est très peu cher le nucléaire amorti, s'en passer comme ça en disant on va s'en débarrasser et puis en fait on va le remplacer et puis ça va pas nous coûter cher, et malheureusement quelque chose de très difficile. Enfin malheureusement ou heureusement je ne sais pas, mais c'est quelque chose de très difficile. Et on verra qu'en fait une fois qu'on a mis le doigt dans le nucléaire, c'est pas facile d'en sortir rapidement, ce qui est pas nécessairement quelque chose de très gênant, mais c'est une caractéristique qu'il faut avoir en tête. Ici c'est pareil, vous avez la Suisse. Alors, la Suisse, cette année-là, elle fait un référendum dans l'autre sens, elle. Il y avait à l'époque, alors les Suisses, ils font, c'est assez rigolo, ils font un pas en avant, un pas en arrière. Donc là où j'ai cerclé en rouge, c'est une année où ils disent, on se donne le droit, avant il y avait un moratoire sur la construction de nouvelles centrales nucléaires, c'est-à-dire le cadre législatif en Suisse était de dire, on s'interdit de construire de nouvelles centrales. Puis en 2003, ils votent en disant, on s'autorise éventuellement à construire de nouvelles centrales si on veut. Alors vous voyez le résultat sur la production, tout à fait nul. Juste ils ont dit on en fait si on veut, puis ils n'ont rien fait. Voilà. Puis récemment ils ont voté dans l'autre sens en disant on décide d'en sortir et d'ici à ce que je meure, il n'est pas complètement exclu qu'ils rechangent d'avis au moins une fois. Ici vous avez l'Ukraine. Alors l'Ukraine est un pays que vous connaissez un peu, puisque c'est dans ce pays qu'on a eu Tchernobyl. Alors Tchernobyl est cerclé là. Donc ce que peu de gens savent, c'est qu'après Tchernobyl, l'Ukraine a doublé sa production nucléaire. Hein, c'est assez amusant. Enfin, je ne sais pas si Tchernobyl est amusant, mais c'est assez cette anecdote est assez amusante. Voilà, donc là c'était juste un rapide tour de piste pour vous montrer qu'en ce qui concerne le nucléaire, on a des évolutions selon les pays qui sont contrastées, qui ne correspondent pas nécessairement à l'idée qu'on en a, dans un sens comme dans l'autre. Hein, il s'est passé des... Voilà. Alors maintenant, on peut ranger les pays qui font du nucléaire de plusieurs manières. La première manière qu'on peut avoir de les ranger, c'est de les ranger par production en valeur absolue. Donc là, ce que vous voyez, si on les range en valeur absolue, c'est que le premier pays au monde en production nucléaire, c'est les États-Unis, où le nucléaire représente à peu près 20%, on le verra pas juste après, de la production électrique, et ils ont une production en valeur absolue qui représente à peu près le double de la production française, un peu plus même. Ils ont une centaine de réacteurs en activité dans ce pays. Après, on peut ranger par part dans la production électrique. Alors à ce moment, vous voyez qu'effectivement la France arrive en tête. Mais enfin, vous avez quelques pays qui arrivent juste derrière, avec la production nucléaire qui représente une grosse moitié de la production électrique. Donc ils ne sont pas à 75 ou 70%, mais ils sont quand même à 50%. Après, on peut les ranger encore d'une autre manière, et alors là, je pense que vous allez découvrir un truc que vous ne saviez pas,
c'est en production en valeur absolue par personne. C'est-à-dire la quantité de kilowattheures nucléaires utilisées par personne et par an dans un pays. Et là, ce que vous voyez, c'est que le pays qui arrive en tête du classement, c'est pas du tout la France, c'est la Suède. Donc la Suède est le pays au monde qui a la plus grosse capacité installée par personne en nucléaire et la plus grosse production annuelle par personne en nucléaire. Hein? Oui? Oui, ça veut aussi dire qu'ils ont des consommations électriques par personne très élevées, absolument. Ils sont un peu après la Norvège, qui a une consommation de mémoire. La Norvège a une consommation électrique par personne qui est le triple de celle de la France. Et les Suédois se baladent quelque part entre le double et le triple.